Oui, la torpille Mark 14. Tant de questions. Qui a inventé le Mark 14? Qu'était le Mark 14? Pourquoi était le Mark 14? Eh bien, les origines de la torpille Mark 14 sont relativement sans histoire. La marine américaine possédait la torpille Mark 10, parfaitement opérationnelle et datant de la Première Guerre mondiale. Mais cette arme présentait un certain nombre de défauts au début des années 30. Son poids proche du quart de tonne. Sa charge militaire était substantielle, mais les nouveaux navires de guerre avaient été conçus pour résister à pire. Sa portée et sa vitesse efficace étaient maintenant mieux décrites comme inconfortablement proches et pédestres, avec un certain nombre de destroyers dans de nombreuses marines entrant en service ayant ostensiblement des vitesses maximales qui étaient carrément plus rapides que le Mark X, ce qui signifie qu'un simple virage et une course sur quelques milliers de mètres serait une évasion garantie à 100% pour ces navires, et certains croiseurs n'étaient pas beaucoup plus lents. L'introduction des nouveaux sous-marins de flotte plus grands signifiait que bien que le diamètre de 21 pouces serait conservé, les tubes de torpille eux-mêmes pourraient être allongés pour accueillir une torpille plus longue qui aurait alors plus de carburant et un moteur plus avancé, ainsi qu'un poids corporel supplémentaire d'équipage et des explosifs. Le travail de conception commencerait en 1931 et donnerait finalement une arme capable de parcourir presque 3 fois la distance du Mark X lorsqu'elle allait à des vitesses similaires, ou environ 1000 yards de plus que l'arme plus ancienne à des vitesses nettement plus élevées. D'autres travaux étaient en cours pour tenter d'améliorer la vitesse à laquelle la torpille se stabiliserait réellement à sa profondeur de croisière prévue, ainsi que des travaux supplémentaires pour garantir que le gyroscope, qui était une partie clé pour maintenir la torpille en ligne droite, restait alimenté tout au long de son voyage, alors qu'un certain nombre de navires lors de la Première Guerre mondiale avaient soit coulé, soit été renvoyés par des coups de torpille uniques en raison d'une protection sous-marine, soit relativement, soit dans certains cas complètement manquante. Les navires récents possédèrent des systèmes de défense anti-torpille étendus, et même les plus anciens étaient rééquipés de renflements. Cela impliquait que les torpilles devaient évoluer. Vous pourriez bien sûr emballer plus d'explosions, ce qui était toujours une bonne chose, mais l'arme elle-même avait des restrictions de taille, même dans les nouveaux sous-marins. Vous pourriez donc essayer la nouvelle technique qui a été dérivée des observations d'explosions sous-marines lors de la Première Guerre mondiale, en particulier celle des soi-disant mines magnétiques allemandes qui ont été confirmées lors des tests ultérieurs au début des années 1920 et qui consistaient à viser le dessous de la quille pour la détonation. Bien que cela soit une partie fondamentale de la conception moderne des torpilles, à l'époque de l'entre-deux-guerres, c'était tout nouveau et cela posait également un problème assez considérable. Toutes les torpilles à ce stade utilisaient des détonateurs de contact, mais une torpille, qui se déplace plus profondément sous la quille de la cible, ne toucherait bien sûr rien. Alors, comment déclencheriez-vous une à l'endroit approprié? La solution semblait être le très brutalement nommé Mark VI Exploder. Il s'agissait d'un nouveau type de détonateur qui ne reposait pas sur un contact physique, mais plutôt sur le changement de champ magnétique créé par les métaux ferreux qui composaient la coque et les principaux systèmes internes des navires de guerre modernes. Lorsque l'arme passait dans cette perturbation magnétique, cela déclencherait le détonateur. C'était apparemment une solution idéale, d'autres marines développant des dispositifs semblables. Les Allemands ont lancé la tendance avec la mine susmentionnée, mais les Britanniques travaillaient aussi sur un détonateur similaire. C'est cependant à ce moment-là que les problèmes commenceraient à se développer. Le travail sur le Mark VI était paradoxal, considéré comme une technologie absolument top secrète, malgré le fait qu'il était inspiré par ce qui était à l'époque une technologie vieille de 10 ans qui avait été utilisée par une autre nation. Cette paranoïa a atteint un point tel que, une fois le manuel décrivant le fonctionnement du nouveau détonateur rédigé, il a été enfermé dans un coffre-fort, où personne qui pourrait réellement utiliser l'objet en service ne pourrait jamais y accéder, probablement dans un sous-sol derrière un panneau disant « Attention aux léopards ». D'autres problèmes surgiraient lors des tests. Chaque nation a effectué des tests sur ses propres dispositifs de détonation magnétique dans, les zones de l'océan auxquelles elles avaient accès, assez choquants.
et cela signifiait que la sensibilité du détonateur et le changement relatif du champ magnétique induit par la coque d'un navire n'étaient pertinents que pour cela et quelques zones similaires du monde, ce qui allait revenir hanter toutes les marines qui ont essayé d'utiliser cette technologie au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que le champ magnétique de la Terre n'est en fait pas constant sur toute la planète. Il varie en fonction de l'emplacement, surtout en fonction de la latitude, mais la composition géologique locale et parfois même la période de l'année peuvent également affecter cette intensité de champ. Cela pourrait donc entraîner un torpille qui a été configuré à un endroit mais tiré ailleurs, soit ne fonctionnant pas du tout car un champ magnétique plus faible n'activerait pas le détonateur, soit explosant beaucoup trop tôt car un champ plus fort déclencherait les détonateurs presque au moment où ils étaient actifs. Le premier problème toucherait surtout les Allemands et le second les Britanniques jusqu'à la mise en place de solutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme ce n'était pas encore un facteur connu, la marine américaine a joyeusement recueilli des informations basées sur des tests autour de l'équateur sur les régions du monde et développerait les sensibilités de l'exploseur Mark VI sur la base de ces données. Une fois ces essais d'investigation terminés, la nouvelle torpille Mark XIV promettait d'être un ajout nouveau et mortel à l'arsenal de la marine américaine. Avec les premières torpilles de production qui étaient déployées, tout ce qui restait était quelques tests de tir réels pour déterminer que tous les différents systèmes qui avaient été assemblés fonctionnaient, comme prévu, en synchronisation les uns avec les autres. Mais ici, la détermination du Congrès à étrangler la marine américaine de chaque nickel et dime est apparue, ainsi que la relation quelque peu disjointe entre divers conseils de développement, tous travaillant ostensiblement pour le même objectif. La marine elle-même a proposé un ancien destroyer destiné à la ferraille comme cible, mais elle ne voulait pas de l'expense supplémentaire de devoir le remettre à flot et la perte de valeur de ferraille que l'explosion de grande partie de celui-ci entraînerait, et donc ils ont insisté pour que le bureau des munitions paie pour tous les coûts impliqués dans les tests de ce qu'ils considéraient comme le torpille du bureau des munitions. Biward a refusé de payer et donc les tests de tir réel n'ont jamais été effectués. Il y avait aussi le coût de l'arme elle-même. À 10 000 $ par torpille, en argent des années 30, chaque arme coûtait presque autant qu'un tout nouveau chasseur F-2F de l'époque, et une fois livré, l'United States Navy était quelque peu réticente à faire exploser un tel investissement à moins qu'il n'y soit absolument obligé. Et donc, il a été décidé que tous les tests qui pourraient être effectués à l'avenir n'utiliseraient pas une ogive active, mais plutôt une fausse ogive faite de poids d'équilibrage installée uniquement pour garantir que la torpille restait équilibrée pendant son parcours et ne se comportait pas comme un énorme marsouin explosif. À cela s'ajoutèrent des problèmes liés à l'obtention d'un nombre suffisant de torpilles pour la flotte en premier lieu. Bien qu'il soit des munitions, une torpille est beaucoup plus complexe et prend beaucoup plus de temps à construire qu'un obus pour un canon naval, même un obus de cuirassé. Rappelez-vous, les torpilles sont en fait de petits sous-marins kamikazes, autoguidés, et donc à moins que vous n'ayez une grande usine et une ligne de production extensive, vous ne verrez que quelques-unes produites chaque année. Après avoir rencontré de sérieux problèmes lors de la Première Guerre mondiale, n'ayant reçu au cours de toute la guerre que suffisamment de torpilles pour quelques grandes batailles, la marine américaine avait fortement investi dans l'expansion de la production de torpilles, surtout en prévision du grand nombre de torpilles qui seraient nécessaires pour la nuée de Clemson et leur leader, les croiseurs de classe Omaha. Mais le traité naval de Washington avait vu la plupart de cette flotte particulière être mise en réserve ou envoyée à la casse, ainsi que le financement général s'effondrer pratiquement, et donc plusieurs millions de dollars d'investissement dans la production de torpilles ont disparu presque aussi vite que l'usine avait été construite. Tout cela signifiait que dans les années 30, il n'y avait précisément qu'une seule usine capable de concevoir, de construire et de tester des torpilles. Ce qui signifiait également qu'il n'y avait personne pour vérifier les performances revendiquées du Mark XIV malgré le parti pris plutôt évident que le fabricant aurait en rapportant, à savoir que bien sûr tout était absolument parfait. Les petits budgets disponibles signifiaient également de petites commandes, ce qui signifierait moins de machines et moins de travailleurs,
Et donc, même lorsque la marine américaine a commencé à accélérer le rythme de construction, à mesure que les années 30 avançaient et a commencé à commander de plus en plus de torpilles, l'usine perplexe a eu du mal à suivre la demande croissante et à se développer en même temps. Avec des commandes pour des torpilles de sous-marins, des torpilles de destroyers, des torpilles aériennes et des torpilles adaptées aux bateaux PT, un assez grand retard a commencé à s'accumuler, la production de torpilles ne dépassant en moyenne qu'une demi-douzaine de tous types confondus. Chaque semaine, et même à la fin des années 30, alors que l'usine avait atteint ses limites d'expansion, un retard de centaines puis de milliers de torpilles s'accumulait. Cela a, à son tour, rendu la marine américaine encore plus hésitante que jamais à risquer de perdre ne serait-ce qu'un des précieux stocks de Mark XIV dans n'importe quel type de test à feu réel. Des mesures d'urgence ont été prises vers la fin de la décennie. L'ancienne usine que la marine américaine avait brièvement dirigée pendant et peu après la Première Guerre mondiale et qui avait été fermée a été relancée après quelques manœuvres politiques plutôt astucieuses de la part de la marine américaine, car la première tentative a été bloquée par des politiciens plus préoccupés par leur réélection que par l'intérêt national et qui étaient donc déterminés à maintenir la production de torpilles dans leur état particulier. Cette manœuvre, l'ouverture de l'usine, a réussi à augmenter les niveaux de production à un impressionnant 3 torpilles par jour, contre un objectif de la marine américaine de 50 par jour. Alors que l'Europe sombrait dans la guerre, plus d'argent et une production 24 heures sur 7 ont été débloqués, mais le taux de production restait toujours inférieur à la moitié du taux ciblé. Dans le désespoir, la marine américaine a commencé à sous-traiter à diverses autres entreprises, y compris le constructeur automobile Pontiac, la American Cairn Company, qui a vraiment raté un tour en construisant des frégates, ainsi qu'un fabricant de moissonneuses-batteuses et un certain nombre d'autres entreprises au titre de plus en plus invraisemblable quand il s'agit, d'armes de guerre. Puis, bien sûr, la guerre est arrivée sur le sol américain sous la forme de l'appel matinal du Kido Butai à Pearl Harbor, et ils ont plutôt inopportunément réussi à faire exploser plus de 200 des Mark XIV soigneusement conservés dans le processus. Tout cela signifiait que lorsque les sous-marins américains ont surgi de divers ports pour leur première grande bataille, qui était de sauver ou du moins de retarder l'assaut impérial japonais sur les Philippines, ils utilisaient une arme qui n'avait jamais réellement été testée en tir réel, dont ils en avaient très peu en premier lieu, et pour laquelle le manuel d'instruction pour la partie la plus sensible et techniquement avancée de l'appareil était lentement en train de moisir dans un coffre-fort de l'autre côté du Pacifique. Mais avec une attaque totale des Japonais en cours, pénurie ou non, les sous-mariniers de la marine américaine allaient tirer leurs torpilles sur toutes les cibles qu'ils pouvaient trouver. C'est à ce moment, essentiellement, le premier cycle de tir réel pour le Mark XIV que les problèmes ont commencé à apparaître. Quelques semaines après le début des opérations, des rapports ont commencé à arriver et ils n'étaient pas bons. Des torpilles étaient tirées, mais les navires restaient plutôt gênants à flot. On avait observé des torpilles passant sous les navires sans exploser. D'autres fois, elles explosaient beaucoup trop tôt et d'autres encore se précipitaient de plein fouet sur leur cible avec le bruit de plus d'une tonne de métal s'écrasant sur un navire à la vitesse de l'autoroute, résonnant à travers l'océan et jusqu'aux opérateurs d'hydrophones à bord des sous-marins américains. Mais peu, voire aucune, ne faisaient réellement leur travail d'exploser sur cible. Plus inquiétant encore, un certain nombre de sous-marins disparaissaient simplement sans aucun signe ou rapport d'engagement, que ce soit de leur part ou de celle de l'ennemi. Il s'est avéré que le Mark XIV avait plus d'un problème, mais ils s'accumulaient les uns sur les autres, ce qui au début masquait l'ampleur du problème. En plus de cela, le bureau de l'ordonnance a absolument refusé d'accepter la critique croissante et la colère grandissante des capitaines de sous-marins américains, insistant sur le fait que leur arme merveilleuse était absolument parfaite et que c'était en fait la faute des sous-mariniers. Selon Bjord, ils étaient incompétents et n'utilisaient pas correctement la torpille. Ils ont également réitéré que non, il n'y aurait pas de test, surtout maintenant que les torpilles étaient utilisées plus rapidement qu'elles ne pouvaient être produites.
Cela malgré les capitaines des United States Ship Argo et United States Ship Sea Dragon, entre autres, qui sont même allés jusqu'à rompre le silence radio en plein milieu d'une opération après avoir tiré des dizaines de torpilles dans des attaques de manuel pour ne voir que les navires de guerre et les transports de la marine impériale japonaise qu'ils visaient naviguer sereinement vers le coucher du soleil sans la moindre égratignure de peinture sur leur coque pour le montrer. Le premier suspect n'était pas réellement le détonateur Mark VI, mais plutôt le réglage de la profondeur de la torpille Mark XIV. Bien que les réparations sur le terrain aient encore donné peu de résultats, ces armes, qui avaient été réparées par les équipages à bord des sous-marins, grattaient au moins la peinture des cibles au lieu de se déplacer bien en dessous, dérangeant les poissons locaux. La première réaction du Bureau des ordonnances lorsqu'ils ont appris cela a été de recommander des mesures disciplinaires contre tout officier de la marine américaine qui avait apporté des modifications, ostensiblement pour un entretien inadéquat du Mark XIV qui, il continuait à insister, était absolument bien. Pendant ce temps, dans le monde réel, le nouvellement promu contre-amiral Lockwood avait pris le commandement des efforts de sous-marins américains dans la partie la plus active de la campagne du Pacifique. Avec l'été de 1942 qui approchait, ses forces avaient tiré plus d'une année de production de Mark XIV en environ 6 mois et avaient peu de choses à montrer pour cela. Il a décidé que, décret de Beward ou non, il allait mener des tests et aller au fond des choses. 50. United States Ship Skipjack a été rassemblé pour la tâche, et une torpille avec une tête de guerre factice a été dûment tirée sur un filet de torpille, réglé pour une profondeur de course de 10 pieds avec l'idée que la torpille percerait un trou dans le filet en passant, montrant où la torpille était réellement en cours d'exécution. Alors qu'ils ramenèrent le filet, aucun trou n'était visible à 10 pieds. Puis est venu 15 pieds, puis 20 pieds. Finalement, après 25 pieds de filet remonté, un trou a été révélé. À cette profondeur, seul un cuirassé lourdement chargé aurait été touché. Et même alors, une houle chanceuse pourrait bien emporter tout ce qui est en deçà du Yamato lui-même, loin d'une telle torpille. 2 autres tests le jour suivant ont montré des résultats similaires, avec une différence moyenne entre le réglage de la profondeur sur la torpille. La profondeur réelle à laquelle elle a voyagé était d'environ 11 pieds. Beward était absolument furieux que leurs instructions de ne pas tester la torpille aient été ignorées. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour les sous-mariniers américains, les nouvelles des tests sont également parvenues à l'amiral King, qui était à l'époque le chef des opérations navales, et oui, cet amiral King. Et s'il y a une chose que King détestait plus que les ennemis de la marine américaine, ou les Britanniques, qui à son avis étaient parfois synonymes, c'étaient les gens qui lésaient ces marins. Quelques semaines après les tests, et peu de temps après un certain nombre de visites et de lettres de l'amiral King, le ton de Bjord a soudainement changé. Il a maintenant admis que la torpille plongeait profondément. Peu après, l'amiral King se tenait derrière l'officiel, tordant leurs bras, et ils ont avoué n'avoir effectué aucune conception ou test approprié du dispositif de maintien de la profondeur. Les raisons de cet échec étaient multiples, mais principalement liées aux très peu de tests qui avaient été effectués avant la guerre. Dans ceux-ci, une fausse tête militaire était montée comme décrit précédemment, mais cette tête militaire était délibérément plus légère que la vraie. Cela permet à la torpille de remonter en surface une fois son carburant épuisé, facilitant ainsi sa récupération. Cela signifiait à son tour que pour fonctionner à la profondeur souhaitée, la torpille devait corriger beaucoup plus vers le bas qu'elle n'aurait eu à le faire si la vraie tête militaire, plus lourde, avait été à bord. Ainsi, avec l'explosif réel plus lourd en place, la torpille se forcerait à aller plus profondément que ce qui était souhaité. Cette situation a été exacerbée par d'autres éléments. La taille de la tête de guerre avait légèrement augmenté depuis la mise en service du McPherson, la rendant plus lourde et la tirant davantage vers le bas. De plus, les dispositifs mesurant la profondeur d'une torpille d'essai sur la rive et l'enregistreur intégré à l'arme présentaient des erreurs de conception menant à un résultat artificiellement peu profond. Le capteur de profondeur embarqué qui alimentait les ailerons de contrôle était également compromis par sa position. Les précédents dispositifs de mesure de pression avaient été montés le long du corps d'une torpille, mais le Mark XIV a été installé sur la queue en forme de cône.
Dans cette zone où l'eau s'écoulait autour de la torpille et elle était également à proximité de l'hélice, la pression de l'eau locale était quelque peu inférieure à la moyenne pour la profondeur donnée, donnant ainsi au dispositif de contrôle de profondeur une lecture faussement peu profonde et donc la torpille allait encore plus profondément. Ceci était particulièrement merveilleux car ce problème ne se manifestait que lorsque la torpille était réellement en mouvement. Si vous placiez simplement une arme dans un réservoir à une profondeur donnée, elle donnerait bien sûr la lecture correcte, car l'eau autour d'elle était relativement statique. Seul un test de tir réel avec une torpille rapide générerait la bulle de basse pression et indiquerait ainsi le problème réel, bien qu'il ait pu être un peu masqué par les autres erreurs de l'appareil d'enregistrement. Cependant, le problème étant identifié, certains capitaines de sous-marins américains ont simplement réduit le réglage de la profondeur au minimum. Les torpilles fonctionneraient désormais à une profondeur suffisante pour toucher la cible en attendant une solution pérenne, déplacer le capteur de profondeur au centre du corps des nouvelles torpilles. Au cours de l'été 1942, le Mark XIV atteignait approximativement la bonne profondeur. Cependant, de plus en plus de rapports arrivaient maintenant sur des armes qui se contentaient de s'écraser sur une cible sans exploser ou qui explosaient très ou court, quelque chose qui avait été présent en petite quantité auparavant, mais qui représenterait maintenant la majorité des échecs. La marine impériale japonaise restait irritamment à flot, la plupart des succès à ce jour étant attribués à la flottille néerlandaise avec une contribution occasionnelle des quelques sous-marins impériaux britanniques et autres alliés qui étaient encore dans la zone opérationnelle. Au cours des mois suivants, plusieurs attaques sur les porte-avions japonais ont été lancées par des sous-marins américains chanceux, avec plus d'une douzaine de torpilles ayant le potentiel de couler plusieurs porte-avions, finissant simplement par détonner en pleine mer, ainsi que plusieurs autres qui toucheraient mais n'exploseraient pas, et quelques-unes qui, par miracle, ont effectivement fait leur travail et endommagé quelque peu leur cible. Dans ce cas particulier, c'était le porte-avions Eo. Mais le navire a survécu, car deux autres torpilles de la salve qui l'auraient probablement coulé ont totalement échoué à fonctionner. Une fois de plus, on croyait au départ qu'il n'y avait pas de problème, monsieur. Le détonateur magnétique super secret doit fonctionner parfaitement. Après tout, nous l'avons inventé. Mais ce n'était pas le cas. Le champ magnétique près de la zone où les essais de développement initiaux avaient été effectués était quelque peu plus faible que le champ magnétique dans la zone où les torpilles étaient réellement utilisées. Et donc ce qui se passait maintenant, c'est qu'avec ce champ magnétique beaucoup plus fort, les torpilles détonaient lorsqu'elles détectaient une perturbation en ligne avec leur calibration, sauf que cette perturbation était bien avant la cible, et avec les champs plus forts qui déclenchaient le détonateur trop tôt, quand il fonctionnait du tout, la torpille se contentait de doucher le navire cible avec de l'eau de mer. Faire fonctionner la torpille un peu plus profondément permettrait en théorie de se rapprocher, car la force globale du champ du navire diminuerait avec la profondeur, mais personne n'allait régler un Mark XIV pour fonctionner à nouveau en profondeur pendant un certain temps après les incidents survenus plus tôt dans la guerre. 1 an et demi après le début du conflit, et avec peu de résultats pour leurs efforts, les sous-mariniers américains désactivaient les détonateurs de leur propre chef contre les ordres, avec des experts de bord qui sortaient et publiaient des rapports qui blâmaient une fois de plus les équipages pour ne pas avoir utilisé correctement leurs armes, malgré ces mêmes experts qui commettaient constamment des erreurs dans la mise en place des torpilles dont ils étaient censés tout savoir, au point que les équipages des sous-marins devaient corriger le travail des experts pour éviter que le lancement subséquent ne finisse par couler quelque chose, à savoir le sous-marin qui venait de lancer le Mickey-14. Ceci en dépit du fait que les explosions prématurées étaient en réalité un problème connu de Bouward depuis environ 3 ans à ce stade, mais bien sûr, ils ne pouvaient pas être vus comme perdant la face. Enfin, presque 2 ans après le début de la guerre, la réalité a commencé à s'imposer une fois de plus, et des ordres ont filtré à travers la flotte pour désactiver l'exploseur magnétique Mark VI avec un dernier résistant, le contre-amiral Christie, finalement surclassé par des officiers plus haut gradés. La raison du refus de Christie ? Eh bien,
Il faisait partie de l'équipe qui avait aidé à développer le Mark VI et il préférerait croire que tout son commandement, à savoir les unités de sous-marins américains basées en Australie, était rempli d'incompétence totale, plutôt que d'admettre qu'il aurait pu d'une certaine manière peut-être avoir commis une erreur 2 décennies plus tôt. Avec le détonateur principal désactivé et le problème de contrôle de profondeur presque résolu, il restait un seul problème à régler. Un assez grand nombre de torpilles atteignaient maintenant en fait leur cible, mais n'explosaient pas du tout. Au début, cela n'avait pas beaucoup de sens, car le Mark XIV avait un détonateur de contact de secours. Sûrement que ce système ne pourrait pas être défectueux aussi. Eh bien, cette question pourrait être répondue en détail extrême et avec beaucoup de langage coloré par l'équipage de l'United States Ship Tenosa, qui avait rencontré un navire baleinier japonais et avait déchaîné pas moins de 15 torpilles dessus, marquant 13 coups. Suffisant pour couler n'importe quel navire, encore moins un baleinier civil relativement petit de 19 000 tonnes. Au lieu de cela, avec seulement une torpille restante à leur nom, l'équipage a simplement entendu clang après crash alors que les ratés perçaient de petits trous dans leur proie. La dernière arme à bord a été ramenée au port où Bjord a fidèlement rapporté que, bien sûr, il n'y avait absolument rien de mal avec elle. Cependant, les officiers de la marine américaine étaient de moins en moins intimidés par le bluff de Bjord et d'autres tests ont été effectués peu de temps après à Pearl Harbor, impliquant à la fois le tir de torpilles sur des falaises proches ainsi que le largage de tête de torpille d'une grue sur le sol avec seulement le détonateur de contact activé et évidemment pas d'ogive. Ce qu'ils ont découvert, c'est que dans presque 3/4 des cas, les impacts qui frappaient perpendiculairement à la cible, l'angle idéal que les commandants de sous-marins américains étaient formés pour viser, ne parvenaient pas à exploser. Cependant, ils ont également constaté que les impacts à un angle avaient tendance à fonctionner légèrement plus souvent, et donc des ordres immédiats ont été donnés pour aller à l'encontre de la formation d'avant-guerre et essayer de viser les torpilles pour frapper les cibles à un angle. Une amélioration immédiate a été constatée, mais les ratés restaient un problème majeur. De retour à terre, l'enquête a continué et ils ont découvert que le détonateur à contact était un descendant d'une ancienne unité qui avait montré des problèmes similaires, mais à un niveau quelque peu inférieur. C'est parce que, alors que vous pourriez imaginer qu'une goupille de détonateur devrait être alignée avec la direction de déplacement de la torpille, dans le cas de cette lignée particulière de détonateurs à contact Bjord, dans leur sagesse infinie, avaient décidé d'aligner la goupille à 90 degrés par rapport à la ligne de déplacement de la torpille, de sorte que lorsque la torpille s'écrasait sur une cible, la décélération forcerait la goupille latéralement contre son support, le frottement ralentissant ou l'empêchant de s'activer complètement jusqu'à ce que la décélération soit terminée. Malheureusement, la fin de la décélération correspondait généralement à la destruction de l'ensemble du mécanisme par la tête de la torpille qui se fracassait de plein fouet contre la coque du navire. L'approche inclinée a eu un certain succès car l'impact était réparti sur une période légèrement plus longue et la direction de déplacement était maintenant légèrement plus proche de la ligne de déplacement de la goupille de tir, ce qui réduisait le niveau de friction sur le support et donnait une légèrement plus grande chance pour que le dispositif fonctionne réellement. Bien que cela ait été un problème, comme mentionné précédemment dans l'ancienne torpille Mark X à 30 nœuds, le bureau de l'ordonnance avait simplement supposé qu'en utilisant le même ressort de montage, légèrement plus fort, qu'ils avaient finalement utilisé pour résoudre le problème dans l'ancienne arme, le détonateur fonctionnerait parfaitement bien à la vitesse d'impact beaucoup plus élevée de 46 nœuds que le Mark XIV était capable d'atteindre lorsqu'il était tiré de près. L'idée étant qu'avec un ressort plus puissant, la goupille traverserait et détonnerait avant que la décélération ne puisse la coincer contre le côté de son support. Inutile de dire, et assez choquant, ils avaient tort. Et inutile de dire que s'ils avaient fait des tests réels avant la guerre, ce problème, ainsi que tous les autres, aurait également été détecté. Une solution à court terme a été conçue par les machinistes à Pearl Harbor en remplaçant le percuteur et d'autres pièces liées à celui-ci par des copies fabriquées en aluminium, le plus léger, ayant moins d'inertie et donc un peu moins de résistance au mouvement latéral du ressort, même lorsqu'il subissait une décélération à haute vitesse. Dans les armes nouvellement construites, Bjord adopterait à contre-cœur un détonateur électrique qui était déclenché par un simple interrupteur à billes. Mais à présent, l'hiver de 1943 approchait.
Presque 2 ans après le début de la guerre et le Mark XIV fonctionnait enfin maintenant pour la plupart, plusieurs milliers de torpilles et des dizaines de cibles manquées plus tard. Il restait encore un problème de gyroscope défectueux qui envoyait parfois les torpilles en spirale vers les navires qui les avaient lancés, et cela semble avoir été responsable d'au moins 2 pertes de sous-marins américains, ainsi que d'un certain nombre de situations critiques et des frayeurs plutôt désagréables, mais pour être juste, c'était un problème qui touchait plus que le Mark XIV et qui se manifestait effectivement à l'occasion dans de nombreuses autres marines pendant la guerre, et donc, bien que cet échec particulier était particulièrement mortel, et encore plus une fois que le Mark XIV commencerait réellement à exploser, ce n'était pas un échec particulier du Mark XIV. Maintenant, de façon surprenante, une fois qu'une torpille voyageait à une profondeur qui ressemblait à la bonne, avec un détonateur qui fonctionnait réellement, le nombre de navires qui étaient coulés par les sous-marins américains a soudainement commencé à augmenter. Aidé par l'introduction, il faut l'admettre, de Torpex dans une nouvelle forme d'explosif qui a été plutôt astucieusement nommé Torpex parce que c'était l'explosif de torpille qui se trouvait donner à la torpille un coût environ 50% plus grand que sa tête d'arme trinitrotoluène originale possédée. En effet, ces Mark XIV fixes abattront le plus grand navire de guerre jamais coulé par un sous-marin lorsque l'United States Ship Archerfish enverra le porte-avions Shenandoah au fond plus tard dans la guerre. Ces corrections se répandraient également à d'autres armes. La torpille aérienne Mark XIII, le Mark XV à bord des destroyers américains et le Mark XVIII à bord des bateaux pétés bénéficieraient tous à des degrés divers des solutions qui avaient été trouvées avec le Mark XIV, puisque leurs propres problèmes découlaient d'échecs de conception similaires par Buord. Ironiquement, la marine américaine a réussi à surmonter son goulot d'étranglement de production de torpilles, en même temps qu'elle a surmonté la plupart des problèmes avec le Mark XIV, et donc, à la fin de la guerre, d'énormes stocks de peut-être la torpille la plus retravaillée qui existe étaient simplement là, inutilisés, alors que le Mark XIV serait amélioré en Mark XVI après la guerre, en utilisant un certain nombre de caractéristiques prises des torpilles allemandes, il restait tellement de Memka 14 en stock qu'il ne quitterait en réalité le service de la marine américaine qu'au début des années 80, bien que ils étaient très clairement une arme de seconde ligne à ce moment-là, transformant ce désastre total du projet Buord en la torpille ayant eu la plus longue durée de service dans l'histoire de la marine américaine. Le Mark XIV et ses capacités discutables dans les premières années de la guerre restent l'un des plus grands, bien que quelque peu moins connus, des AC de la Seconde Guerre mondiale, qui ont un point de changement relativement plausible. Vous voyez, même un petit programme de test de tir réel dans les années 30 aurait pu aboutir à ce que la marine américaine entre en guerre avec une torpille réellement fonctionnelle, au lieu de la chose la plus proche de naviguer jusqu'à une cible et de hisser un drapeau avec le mot « bang » écrit dessus monté sur un périscope. Si ce programme de test de tir réel avait eu lieu et que des corrections avaient été apportées, la marine japonaise aurait pu se retrouver avec un nombre considérable de navires en moins avant même les batailles de la mer de Corail et de Midway. Et même si cela n'avait pas changé les forces disponibles pour ces 2 batailles, la torpille aérienne Mark XIII était également affectée par la malédiction de Buord, et donc l'attaque inefficace du Devastator utilisant le Mark XIII au début à Midway, ainsi que l'attaque sous-marine sur le croiseur de bataille Kirishima par sous-marin, auraient toutes deux pu porter leurs fruits. Bien qu'il puisse sembler facile de rejeter la conduite de Buord comme une simple économie d'argent pendant l'entre-deux-guerres, leur obstruction continue à toutes les tentatives de résolution des problèmes une fois la guerre commencée, a probablement retardé l'élaboration et la mise en œuvre de solutions pendant un temps considérable. Selon la source, cela est estimé à au moins quelques mois, voire même jusqu'à 1 an ou plus. Le coût en temps, en effort et bien sûr en vie de militaires trahis par leurs armes, tout cela causé par ce comportement pratiquement impardonnable de Buord, ne peut être négligé et ne doit certainement pas être oublié.